Croc. Du coup, encore une théorie. Wesh, les gars, encore une théorie confirmée. On l'a dit. On l'a dit. J'étais pas sûr en plus. On n'avait toujours pas de confirmation. Mais là, pour moi, c'est clairement une confirmation. On l'avait dit comme quoi le Lady Dragon se dessine un peu plus et tout prend sens, ça devient même très excitant. Quand Dragon a donné de l'essence à Luffy, d'ailleurs petite parenthèse, mais il est vrai que le comportement qu'a Monkey D. Dragon vis-à-vis de Luffy est plus celui de quelqu'un qui va se servir d'un individu plutôt que de veiller sur lui, vous voyez. C'est un peu comme s'il avait une arme, comme s'il avait quelque chose qui garantissait un meilleur lendemain et dont il faudrait préserver du monde. C'est plus celui d'un commandant en chef plutôt que d'un papa. Surtout que n'oubliez pas, veiller sur Ça, je suis pas du tout d'accord. Après, je peux comprendre que peut-être le côté chef reprend le dessus un petit peu de temps en temps quand il est parent. Mais non, moi j'ai vraiment l'impression, comme ils l'ont dit juste avant d'ailleurs, je trouve que c'est un peu en contradictoire avec ce qu'ils ont dit avant. Euh, Moi je trouve sincèrement qu'il est vraiment, il laisse la liberté totale à Luffy de faire ce qu'il veut. Et au contraire, moi, tout le fait de regarder à l'est à chaque fois, le fait je sais pas, à chaque fois qu'il apprend des nouvelles sur son fils et tout, tu vois, il a des réactions, tu vois. Souvent, il essaye d'être impassible, mais il est content. Et pour moi, c'est pas du tout. Je vois pas le rapport d'armes en fait. Peut-être ils vont expliquer après, mais j'ai pas ce sentiment. Vraiment pas du tout le sentiment que Dragon pressent son fils comme étant une potentielle arme. Même si c'est pas question de l'utiliser, tu vois. Même si c'est juste en mode peut-être que lui ce serait un guerrier qui se battra pour moi, je le vois même pas, tu vois. Juste ça, je le vois pas. fils ne fait pas de Monkey D. Dragon un bon père. Ce qui fait un bon père, c'est la présence. Tout ce qu'il fait, c'est regarder. Il n'y a pas de donnant-donnant, il n'y a pas d'échange. Luffy n'a pas conscience que Dragon le regarde. Du coup, on a plus l'impression de voir une petite souris dans un laboratoire. Cela dit, compte tenu de toutes ces informations, Ok. le flashback donc de Luffy et celui un petit peu plus clair de Dragon prend plus de sens. Si on sait que la plus grande crainte du chef de l'armée révolutionnaire était que Luffy soit révélé au grand jour pour qu'on puisse le faire chanter, ce qui explique les paroles Akuma, sans lui dire que c'est son fils, Ok. il lui dit que c'est le cas grâce à une superbe prétérition, à savoir vas-y tue-moi tant qu'à faire tue-moi, parce que là si les gens ils apprennent que Luffy il a envie, moi je suis cuit. Et Kuma du coup lui dit très poliment ok non très bien pardon, j'oublie tout ce que tu as dit. Parce que bon, Monkey dit Luffy, Monkey dit Dragon, Monkey dit Garp, ça y est je veux dire dès que les gens entendent parler du nom de famille de Luffy, tout le monde va pouvoir faire le lien avec accessoirement l'homme le plus recherché au monde. Donc vous êtes à la place de Monkey D. Dragon, ce qui ne doit pas fuiter, c'est l'existence même de Luffy. C'est pour ça que vous le foutez au milieu d'une colline dans une forêt, et alors vous essayez de retarder le plus possible tout en veillant sur lui sa sortie dans le monde. C'est d'ailleurs pourquoi on ne peut pas s'empêcher de rebondir sur notre théorie qui voudrait que Monkey D. Dragon soit, grâce à son tatouage, l'homme à la marque de feu qui possède Il faut revenir là-dessus. Mais ouais, du coup, là, ok, je comprends mieux leur vision. Mais ouais, ouais, moi, je suis plus d'avis là-dessus, surtout avec les éléments, comme je l'ai dit, des derniers chapitres. On voit clairement la bienveillance de Dragon envers Luffy, surtout que, comme il l'a dit, si Luffy, il voulait juste se servir de lui, ce serait pas un point faible pour lui. Ce serait vraiment pas du tout un point faible. Au contraire, le fait que ce soit un point faible, même son seul point faible, j'ai envie de dire, c'est le fait que ce soit son fils et que lui, si quelqu'un apprend quoi que ce soit sur lui à ce stade, je suis mort, tu vois. Il sait que il se rendrait, il ferait tout pour se donner. Et d'un côté, j'ai envie de dire, il est obligé d'avoir ce côté entre guillemets bon père. Mais bon père juste dans le sens bienveillant avec son enfant. Parce que il est du côté de la révolution. Et pour mener à bien une révolution, il faut avoir des bonnes valeurs. On l'a vu par exemple avec Ivankov, valeur légendaire, avec Ginny, valeur légendaire, Kuma, valeur légendaire, toutes les personnes, même Sabo par exemple, valeur légendaire, tu vois, Sabo déjà avait déjà son instinct de libération avant même que Luffy le débloque, tu vois. Donc tout ça fait que quand tu es dans l'armée révolutionnaire, il faut vraiment avoir une justice parfaite parce que sinon t'es pas en adéquation réellement avec ce que fait l'armée révolutionnaire. Et même pour la fin de l'œuvre, pour avoir de la cohérence, il faut absolument que l'armée révolutionnaire, si elle va parvenir à libérer le monde, elle soit la plus... comment on dit déjà? Genre, ce soit un modèle que, ouais, en gros, que ce soit le modèle de finalité de l'œuvre, le modèle que chacun devrait avoir aujourd'hui dans la vraie vie ou même dans le manga, tu vois.
Il faut que ce soit ça. C'est pour ça que il peut pas y avoir, pour moi, personnellement, de mal du côté de l'armée révolutionnaire. Sinon, ça mettrait... Ou peut-être une petite partie, tu vois. Mais en majorité, il faudrait que ce soit clairement quelque chose de vraiment, j'ai envie de dire, pur en termes de justice. Parce que sinon, à la fin de l'œuvre, on serait un peu déçu, j'ai envie de dire. Après, à voir, on discutera de tout ça. Donc le dernier Rock Poneglyph avec son bateau tout de noir teinté, parce que il nous est également dit que c'est un bateau dont les gens qui essaieraient de le suivre de trop près finiraient engloutis dans des tourbillons qu'il créerait autour de lui. Quand même très cocasse de savoir que Dragon, avec le fruit du vent, tout ce qu'il fait, ses pouvoirs et tutti quanti, pourrait créer donc des tourbillons d'eau, et c'est la toute première chose que Luffy doit affronter après le monstre de la baie. Donc littéralement dès qu'il est sorti du rivage de Fuchsia et qu'il part en mer, c'est quoi? C'est un tourbillon. C'est quand même vraiment très fou de se dire que Dragon, qui a vu ça, il a dû dire... Et si plus tard, je vous jure, on voit un flashback de Dragon qui fait, lui il prend trop la confiance, il va se faire fracasser et les gens ils vont le choper, le gouvernement va l'attraper et moi je vais finir en tôle, et qui crée un tourbillon, c'est quand même les big frissons, c'est quand même pas anodin que Luffy se tape ce tourbillon là comme ça. Cependant, ça a pas empêché Luffy de tomber hop là, etc., d'arriver chez Alvida et tutti quanti jusqu'à essayer de sortir de East Blue en battant, et c'est pour ça que je vous en parlais au début de la review, Arlong. Et alors le drame intervient, et c'est donc pas anodin que c'est ici que Dragon décide pour la toute première fois d'interagir avec Luffy, c'est parce que, ça y est, c'est officiel, Luffy a son nom indiqué sur un avis de recherche qui va faire le tour du monde, et sur sa prime il y a marqué Monkey D. Luffy. Ça y est, c'est officiel, et je trouve ça absolument brillant si Eiichiro Oda y a pensé. Dès que la prime de Luffy a fait le tour du monde, on voit Shanks y réagir, on voit Mihawk y réagir, d'ailleurs c'est lui qui arrive donner sa prime à Shanks. Imagine. Alors là, par contre, là, c'est clairement ça. Pour moi, il y a zéro débat pour le côté prime de Luffy. La première fois qu'ils entendent parler de Luffy, la première chose que Dragon va faire, c'est aller le voir, et ça ne m'étonnerait même pas. Vraiment, ça, c'est pour moi, c'est clair, net et précis. Pourquoi il est venu voir Luffy à ce moment-là, à cet endroit-là? Parce qu'il savait très bien que c'est la route pour aller sur Grand Line, et que Luffy était un pirate et qu'il allait sûrement le croiser là-bas. Ou même, je pense que il devait savoir, enfin c'est un gars d'East Blue, il connaît tout, tu vois. Donc pour lui c'est un terrain. Par contre, pour revenir vite fait au côté tourbillon, il y a un truc qui me chiffonne. Je dis ok Dragon, admettons c'est l'homme à la brûlure, et admettons il fait des tourbillons. Ok. Du coup pourquoi? Quand il a fait le tourbillon, il n'a pas sauvé Luffy. C'est ça que je me dis. Tu fais un tourbillon pour empêcher ton fils de partir. Donc ça, d'un point de vue, c'est totalement logique. Mais par contre, pourquoi tu le sauves pas? Je veux dire, s'il a fait ça, c'est pour le décourager, mais c'est pas pour le tuer. Frère, il a d'autres moyens de le tuer. S'il veut le tuer, il fait beaucoup plus facilement que ça. Et du coup, comment lui, il savait que le tonneau renfermait Luffy encore vivant? Comment il aurait pu être sûr que Luffy était pas mort? Je veux dire... Luffy, la seule fois où il est sorti du tonneau et qu'il a su qu'il était... après, peut-être avec le hack de perception, je sais, mais tu peux te noyer, je sais pas, tu vois. Pour moi, il y a du sens dans le sens... Enfin, pour moi, il y aurait du sens si il était venu le sauver, ou si il s'était retrouvé échoué sur une plage comme par magie. Tu vois, ça, j'aurais plus compris. Par contre, le fait que le tonneau il soit là comme si de rien n'était, et que Luffy était en train de dormir dedans, tu vois, ça, je trouve ça bizarre, tu vois. Tu essayes de faire quelque chose qui aurait pu tuer ton fils, mais derrière, tu vas pas le sauver. Surtout avec la mentalité de Dragon. Si tu fais ça, tu vas le sauver, ou tu vas faire en sorte que le tonneau, il revient vers l'île, tu vois, il s'échoue sur l'île où il était, et qu'au final, tu vois, enfin, si tu arrives à comprendre que Luffy est rentré, déjà, juste ça, c'est ouf. Si tu arrives à couler son bateau, comprendre que Luffy est encore vivant après l'attaque démoniaque que tu lui as faite, euh, et qu'il s'est enfermé dans le tonneau, et que dans le tonneau il n'est toujours pas noyé, conscient, et qu'il va bien, tu fais en sorte que le tonneau n'arrive pas dans un bateau pirate ou quelque part, tu vois, tu fais en sorte qu'il arrive là où t'es parti, tu vois. Du coup, c'est ça où je trouve que c'est pas cohérent pour le tourbillon. Me dire que c'est Dragon qui l'a fait, je pense pas. Après, peut-être que c'est un petit parallèle par rapport au début et à la fin de l'œuvre. Au début, il y a un tourbillon naturel. Et à la fin, quand on va arriver à la fin de Grand Line, à la fin, tout à la fin, il y aura un tourbillon juste avant Raftel, parce que c'est le tourbillon en mode parallèle du début par rapport à la fin. Tu vois, ça m'étonnerait même pas. Et en plus, tourbillon, le dernier de Poneglyph, il doit être pas très loin de Raftel, donc ça va être sûrement à la fin qu'ils vont croiser ce genre de choses. Donc voilà, après, il y a beaucoup de possibilités,
Mais voilà, je vous ai dit tout ce que j'avais en tête. C'est complètement cohérent, je veux dire, c'est littéralement dans les heures qui suivent. Dragon a vu dans les journaux la prime de son gosse, c'est comme ça qu'il a dit God damn, il est parti de Fuchsia, il a réussi, et en plus il a battu un mec à East Blue, que directement il est allé le voir sur Lockdown. Et c'est là qu'il lui a sauvé la vie contre Baggy, c'est là qu'il lui a sauvé la vie contre Smoker, et en voyant tout ça, il se dit parfait mon ref, maintenant que tu deviens un pirate, plus personne peut se servir de toi comme monnaie d'échange contre moi. Et on n'oublie pas la présence de Sabo. Énorme foreshadowing de la part d'Eiichiro Oda. Regardez là, c'était au chapitre 99. On voit quelqu'un avec un haut de forme. Si au bout d'un moment, Eiichiro Oda nous met Sabo amnésique face à Luffy qui va se faire exécuter, ce serait magnifique. Ouais, je pense qu'il va le faire. Ouais, foreshadowing légendaire d'Oda. C'est vrai que si Dragon était là, c'était logique que Sabo soit là aussi. Juste, il l'a pas reconnu et il savait pas, tu vois. Il savait même pas parce que, ouais, Sabo, il vient de Goa, mais il savait pas qu'il avait grandi avec Luffy et tout, tu vois. Dragon, il pouvait savoir pas mal de choses, mais pas tout, tu vois. Et du coup, juste vite fait, pour moi, tout à l'heure, ils ont dit, est-ce que Dragon a le fruit du vent? Du coup, s'il a le fruit du vent, il aurait pas pu tuer. C'est ça le délire. C'est que au niveau des... je suis pas sûr qu'ils relient leurs théories entre elles, mais ils ont dit tout à l'heure que Dragon aurait le fruit du vent. Et je sais pas s'ils entendent par là fruit un fruit par exemple Zoan mythique qui pourrait contrôler le vent ou s'ils parlent du Logia du vent. Mais s'ils parlent du Logia du vent, ce serait pas cohérent dans le sens où là c'est un éclair qui a défendu Luffy. Ça m'étonnerait que ce soit le fruit du vent qui permette ça. Pour moi, il faut quelque chose de plus grand pour permettre ça. Et d'ailleurs, ça fait écho aussi au fait du Zoan mythique. Pour moi, clairement, Dragon, il s'appelle Dragon, Zoan mythique, ce serait ouf. C'est ce qu'on s'attend. Est-ce que Oda va faire une feinte tout à la fin du manga par rapport à quelque chose qu'il a énoncé dès le début du manga? Je pense pas. Je pense sincèrement que s'il y a un truc où on peut être, je dirais pas sûr, mais où on peut être catégorique un petit peu, tu vois, un petit peu, pas au max, c'est que Dragon est un dragon, tout simplement. On a vu par exemple la manière dont se bat Sabo, on a vu plein de trucs, donc ça m'étonnerait pas. Personnellement, ça m'étonnerait pas. いい仲間を持ってる。さすがはあんたの息子だな、ドラゴン。 Bartholomew Kuma est l'un des rares personnages à savoir pour Luffy et Dragon avant même le premier avis de recherche de Luffy. Et ça, on le savait déjà au chapitre 485 lors de son intervention sur Thriller Bark. J'aimerais parler du chapitre 485 parce que si on était tous concentrés sur le sacrifice de Zoro à ce moment Zoro légendaire. précis, et je rappelle qu'on est en 2007, début 2008, beaucoup de fans de One Piece d'aujourd'hui n'étaient tout simplement pas nés. Eiichiro Oda nous montrait déjà à l'époque pour la toute première fois visuellement Vegapunk, habillé exactement de la même façon avec sa petite marinière et surtout ses gants. C'est une dinguerie de ne pas oublier des petits détails insignifiants comme ça 15 à 16 ans après. Je trouve ça vraiment mais magnifique. Mais non, D'autant plus... Kamatero, il a juste relu le manga. Exactement. Nous avons également dans ce chapitre la toute première mention du mot pacifista. Nous avons la mention de cyborg, de personnes modifiées, de Vegapunk, de Kuma Shishibukai, mais surtout de Kuma dans l'armée révolutionnaire en disant Dragon, tel père, tel fils. Beau gosse. On est en... D'ailleurs, il y a quelqu'un, je sais plus si c'est Goji ou même le Mont Corvo, il y a moyen que ce soit eux-mêmes qui avaient dit ça, qui pensaient que Kuma avait agi de manière pas bienveillante, au contraire. Que quand ils étaient venus à Thriller Bark, leur but, je crois que c'était le Mont Corvo en plus, hein. Je suis pas sûr les gars, donc je préfère mettre des guillemets, mais il me semble qu'ils avaient dit comme quoi, à cette époque-là, le but de Kuma c'était de tuer Luffy et de le donner au gouvernement. Et ça, je pense pas du tout. Je pense clairement pas que c'était ça. À ce moment-là, je pense pas. Donc, je sais pas si c'est eux ou pas, mais là, on a une confirmation que c'est le contraire. Donc, comme prévu, Kuma se rappelait de Dragon, parce qu'ils avaient dit peut-être qu'il avait plus de souvenirs ou je sais pas quoi, mais là, on a la confirmation du fait que c'était bel et bien Kuma, et c'était bien le gentil Kuma, qui malgré tout ce qu'on croirait qu'il a fait de mal sur l'île, il était quand même bon dans le fond et il a agi correctement. 2007. 2007. Eiichiro Oda s'est retenu depuis 2007. Le dernier Mugiwara en date à avoir rejoint l'équipage était Franky le cyborg. Brook était même pas Mugiwara.
2007-2008. On a... Après, ouais, pour Oda, j'avoue, c'est légendaire tout ce qu'il fait. Mais c'est vrai qu'on l'idolâtre et on a raison de le faire parce que c'est quelqu'un de légendaire. C'est un génie pour moi, clairement, hein. Franchement, il n'y a même pas de débat là-dessus pour moi. J'ai 15 milliards d'arguments pour prouver que c'est un génie. Mais même sans ça, euh, comment il arrive à être constant et très très fort dans son œuvre, je pense clairement. En fait, on le sait déjà. En fait, dans son bureau, il a des. Je pourrais même dire des data books, parce que data, on pourrait dire que c'est des informations. Et book, vous savez ce que c'est. Et en gros, c'est comme s'il avait des data books avec tous les personnages. Donc, par exemple, quand ils disent comment il a pu pour se rappeler qu'il avait des gants, qu'il avait une marinière, etc., etc., je pense qu'il a vraiment un livre avec chaque personnage, tous les détails de chaque fruit du démon, la forme du fruit du démon. Des fois, il le fait, des fois, il le fait pas. Tu vois, par exemple, la forme du fruit du démon, il peut le faire plus tard parce qu'il sait que c'est pas ultimement nécessaire. Et du coup, il décide de tout mettre par écrit dans chaque truc. C'est ça son truc, c'est ça. Pour moi, c'est ça être un génie. C'est de prendre note toutes les idées, les informations nécessaires au manga. Et du coup, ça permet que quand, par exemple, il va introduire un personnage, il va juste ouvrir toutes les informations qu'il a déjà placées dans le manga par rapport à ce personnage. On va avoir, par exemple, Vegapunk. Derrière, on va avoir une page avec tout ce qui a été dit sur lui. Et comme ça permet d'avoir une cohérence globale. Et pareil, comme c'est comme pour la fin du manga, il a la fin du manga et doit sûrement avoir un livre avec marqué toutes les informations pour rendre l'œuvre la plus cohérente possible. Et il arrive très bien à le faire. Pour moi, c'est quelqu'un de hyper ordonné. Quand on voit son bureau tout le temps en bordel et tout, pour moi, c'est une fausse image. C'est en bordel parce que il travaille, tu vois. C'est un gros bosseur. Mais ça veut pas dire que ce qu'on voit, c'est tout mis au hasard et que c'est du grand n'importe quoi. Non, non, pour moi, chaque livre et tout, chaque databook, comme je les appelle, c'est des informations très précises avec toutes les informations. Après, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas se tromper. Je pense qu'il est encore capable de se tromper. Ça va être dur de ne pas se tromper, même. En vrai, il faut le féliciter s'il ne se trompe pas. Mais ce sera des petites erreurs. Tu vois. Ce ne sera pas des erreurs monumentales, genre, wesh, la honte. Non, pour moi, ce sera des petites erreurs et tout va être expliqué très, très vite à la fin du manga et on va avoir toutes les informations normalement. Et s'il y a encore des mystères à la fin du manga, vous inquiétez pas, spin-off, film, vous inquiétez pas. Head Island. Vegapunk, Pacifista, Vegapunk, Dragon. Vegapunk. C'est trop satisfaisant de voir une œuvre aussi bien écrite sur long terme. C'est Oui, trop parce que, satisfaisant. en fait, ce qui est brillant avec Oda là dans ce système-là, c'est que les idées, elles sont claires, elles sont sympas, bien foutues, c'est correct, c'est un bon récit. Mais c'est surtout un conteur de génie en fait de distiller ces indices et ces personnages sur le très 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 long terme. Parce qu'en fait, toute l'histoire de Kuma, Bonnie, Vegapunk et Dragon, si vous voulez, vous racontez tout ça en 2004. Hein, ça vous prend un an et voilà. Mais c'est juste la manière dont il le dit. C'est trop agréable pour des fidèles lecteurs et des vieux lecteurs parce que même si peut-être tout n'était pas prévu depuis le départ, et c'est pas très grave, le plus important ça va rester la discipline du mangaka à rester cohérent. Et le plus amusant, c'est que lorsque Ivankov apprenait l'existence de Luffy comme étant le fils finalement de son chef révolutionnaire Monkey D. Dragon, nous les lecteurs, on n'avait pas du tout fait le lien que Kuma était au courant et pourtant pas Ivankov qui pourtant semblait quand même beaucoup plus proche de Dragon que Kuma lui-même. Je trouve ça assez épatant quand même, c'était dit. Et maintenant, ça paraît bizarre de se le dire. Putain, c'est fou! Son corps était élastique. C'est ce que répond Kuma lorsque Bonnie lui demandait à quoi pouvait bien ressembler Nika. Et ça, mais ça change tout en fait. Je sais pas si vous vous rendez compte de l'information, mais ça change absolument tout. Parce que maintenant, dites-moi, parmi les centaines d'utilisateurs de fruits du démon dans One Piece, qui a le pouvoir de l'élasticité? On voit Kuma comme un petit Oden. C'est un personnage qui en sait beaucoup, mais qui décide de se taire, littéralement. C'est le personnage le plus taciturne du manga. Et il savait depuis le départ que Nika est élastique. C'est une bombe atomique! Pourquoi ils ont mis ça? La Bible de Kuma s'inscrit de plus en plus comme étant un objet datant d'il y a au moins 800 ans. Hein. Ce qui expliquerait pourquoi, lors du flashback de Norland, un prêtre, tiens donc comme Kuma, s'en va faire un réquisitoire contre l'aventurier, étant donné qu'il aurait menti sur la fameuse cité d'or. Eh bien, ce prêtre, il porte une Bible qui étrangement n'est pas celle de Kuma, ce qui implique donc que dans la réécriture de l'histoire du gouvernement mondial, d'ailleurs on sait parce qu'il y avait aussi une bonne sœur qui priait que la guerre de Marineford arrive à un terme, que la Bible a donc été
été réécrite sous un format moins Nika-esque, et que alors du coup Kuma lui posséderait une véritable bible de l'époque de Nika. Rappelez-vous, au chapitre 1069, Vegapunk nous disait que Nika était une figure historique qui avait été effacée de l'histoire. Preuve qu'elle était bien présente dans les livres anciens, Vegapunk le dit lui-même, mais qu'elle a ensuite été effacée par le gouvernement mondial. Alors, nous pouvons donc en conclure qu'aujourd'hui, Bartholomew Kuma, en se rendant sur le Mont Corvo, avait donc établi un lien entre Nika et Monkey D. Luffy. D'autant plus que c'est pas anodin que Shiroda le dessine en train d'utiliser son corps élastique pour faire des attaques, il pourrait être là. Je suis trop croque. Du coup, encore une théorie. Wesh, les gars, encore une théorie confirmée. On l'a dit. On l'a dit. J'étais pas sûr en plus. On n'avait toujours pas de confirmation. Mais là, pour moi, c'est clairement une confirmation. On l'avait dit comme quoi que Kuma était au courant du potentiel de Luffy, Nika, etc. Et c'est d'ailleurs sûrement pour ça qu'il est parti le voir là-bas. C'était quand il y a 17 ans, je crois. Non, c'est quand il avait 16 ans, je crois, du coup. Luffy avait 16 ans, et du coup, c'était il y a 3 ans pour les lecteurs actuels. Et du coup, on avait théorisé sur le fait que si Kuma était parti là-bas, c'était justement parce qu'il avait compris le destin de Luffy. Et nous, on avait un argument de taille qui va aussi corroborer ce qu'ils sont en train de dire, c'est que, en fait, pourquoi Kuma aurait sauvé le bateau de l'équipage de Luffy s'il savait pas pertinemment que Luffy, c'était la réincarnation de Nika et qu'un jour, il permettrait de peut-être le libérer lui, mais aussi de libérer tout le monde entier. Et en fait, ça ferait une superbe... Pour les suites du chapitre, à la fin, on en reparlera de ça. Mais clairement, j'ai vraiment l'impression que dans les prochains chapitres, il va y avoir un lien entre Luffy et Kuma qui va se créer. Et j'ai vraiment l'impression que Luffy va sauver Kuma. Parce qu'en fait, là, on commence à avoir des informations sur Nika, on commence à avoir des informations sur Kuma et sur Bonnie. Et en fait, ces trois personnes, pardon, j'ai l'impression qu'ils sont sincèrement en train Enfin, plutôt que c'est Oda qui est en train sincèrement de faire en sorte que ces trois personnes soient liées de malade. En plus, on voit tout le temps Kuma prier pour que le Nika vienne les sauver. On voit tout le temps Kuma, même le père de Kuma a transmis ça à Kuma, Kuma a transmis ça à sa fille. Donc, il y a énormément de choses qui tournent autour de de Nika, pardon. Et du coup, j'ai l'impression que Luffy, donc Nika, va sauver Kuma et Bonnie. Et du coup, leur rêve depuis toutes ces années, depuis toute leur enfance, de voir Nika et de faire en sorte que Nika vienne pour les libérer de leur fardeau, de libérer du gouvernement mondial, libérer de leurs problèmes au niveau de la conscience de Kuma. Je pense que ça va être la dernière étape de leur vie. Donc ça, on va j'espère, j'y penserai. On va répéter ça à la fin, je vais le noter. Mais en tout cas, j'ai vraiment l'impression que ça va arriver très prochainement dans les chapitres. En tout cas, encore une théorie confirmée, les gars. Donc peut-être qu'ils vont parler aussi du fait que Kuma a sauvé le bateau des Mugiwara et qu'il n'y avait aucune raison. Il y avait tellement plus à faire. Je sais pas moi, partir protéger Bonnie, partir donner une lettre en main propre à Bonnie. Je sais pas, il y avait plein d'ordres qu'il aurait pu mettre dans sa tête, mais non, il a choisi de défendre le bateau des Mugiwara. Pourquoi ? Vous avez la réponse. Manger des chips.